tenez votre rendez-vous F1 sans langue de bois, presque comme un team radio de Charles Leclerc du côté de Spa. Bienvenue bien sûr pour cette toute nouvelle émission. On est ravis bien sûr de vous retrouver pour votre talk qui revient comme chaque mercredi après chaque week-end de Grand Prix pour parler de notre discipline préférée. Troisième triple header dans cette saison 2020 et je vais me retourner vers ceux qui vont le commenter, ce triple header, ce nouveau triple header. À commencer par monsieur Brice Germain. Ça va Brice ? Ça va. On est très matinaux aujourd'hui. Mais ça va, tout va bien. Monsieur Pierrot Despilot également avec nous. Comment ça va, Pierrot ? Écoute, plutôt bien. Une course pas si incroyable que ça, mais bon, il y a quand même quelques petits enseignements à prendre. Exactement, et on va en parler également avec Alex Caldi qui remplace à nouveau au pied levé monsieur Hamza Ramani. Ça va, Alex ? Ça va. Très heureux d'être fan de Ferrari. Vraiment, c'est un pur bonheur en ce moment. C'est même un travail qui mériterait d'être rémunéré. Regardons un petit peu le sommaire de cette émission avec, vous allez le voir, une émission où forcément on va débriefer le Grand Prix de Spa, le Grand Prix de Belgique placé sous le signe de l'émotion un an après la disparition d'Antoine Hubert. Le décryptage est justement Alex Caldi qui vous expliquera la définition des accords Concorde. Et puis un débat et cette question, Renault enfin de retour sur le devant de la scène. Est-ce que ça va être également de manière durable ? Et puis on terminera avec un tout mini quiz pour cette semaine et surtout les pronos en vue du Grand Prix d'Italie. On commence tout de suite avec ce qui a fait l'actualité de cette semaine. Ça a été même un petit peu le grand buzz qui a fait réagir. C'est le tour de chauffe de cette nouvelle émission, le rachat de l'écurie Williams par le fonds d'investissement Dorilton Capital, fonds d'investissement new-yorkais qui a donc investi 152 millions de dollars pour acheter l'écurie mythique, l'écurie Williams. Je voulais tout de suite qu'on fasse un petit tour de table autour de cette actu qui, j'imagine, vous a fait réagir, vous, chez vous. Plutôt la fin des indépendants, on va dire la fin des écuries où on se dit on peut arriver avec un petit peu d'argent, faire des voitures de Formule 1 et courir un championnat du monde de la FIA. Et finalement, il s'avère que c'est beaucoup plus complexe que ça. La F1 moderne est beaucoup plus chère. Il y a un monde qui a évolué depuis les années 70 et Frank Williams. La fin des écuries indépendantes, peut-être que finalement les fonds d'investissement sont peut-être les cigarettiers d'hier. On verra ce que ça donne. Et est-ce que c'est bon signe ça d'ailleurs, que les fonds d'investissement deviennent les cigarettiers d'hier ? En fait, c'était que dans le texte que finalement Williams était indépendant parce que on n'est plus à l'époque BRM, Cooper, tout ça machin. Enfin, c'est terminé. Il restait que le nom de Williams. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce fonds d'investissement garde le nom de Williams. Et ça, c'est le plus important, je pense. Pour le moment, il garde Claire Williams à la tête. Donc, l'esprit indépendant et je pense que l'attachement des gens à cette écurie va au moins pouvoir rester. Et l'écurie va pouvoir rester elle-même en Formule 1, ce qui est le plus important. Par deux fois, Frank Williams avait été approché pour vendre, pour en tout cas son écurie se voir racheter. C'est une première fois par BMW quand il y a eu la collaboration jusque dans les années, il me semble, 2005. Et puis après, il y avait Lawrence Stroll qui avait tenté de racheter l'écurie pour mieux placer son fils. Et finalement, Frank Williams avait dit non. Là, enfin, il dit oui. Ça montre bien qu'on est dans la... C'est plus que la fin d'une ère pour Williams, c'est la fin d'une ère dans l'histoire de la Formule 1. Et donc, ça veut dire que, je rejoins Pierrot, c'est la fin des écuries indépendantes. Sauber, on avait vu l'avant-dernière écurie, voire Peter Sauber en tout cas, se voir racheté par Longbow Finance. Maintenant, c'est Williams. C'est un peu triste, c'est un poil de romantisme qui s'envole dans la Formule 1. Donc, bien sûr, ça apporte une petite touche, j'ai envie de dire, de tristesse. On rappelle bien évidemment qu'on ne connaît pas encore tout à fait l'identité de ce mystérieux investisseur. On aura des informations un petit peu plus tard. Et on ne connaît pas encore également le projet sportif qui sera porté par cet investisseur. On aura l'occasion d'y revenir dans cette émission. Je vous l'ai dit en introduction, on attaque le troisième triple header de cette saison 2020. Et ce week-end avait lieu le Grand Prix préféré des pilotes. Le Grand Prix de Belgique et son circuit spectaculaire et mythique du côté de Spa-Francorchamps, 7e manche de ce championnat 2020 de Formule 1, théâtre de la 89e victoire de Lewis Hamilton devant son coéquipier Valtteri Bottas, la 22e course du Britannique menée de bout en bout. À noter qu'il y a eu 2 Renault dans le top 5, 2 Racing Point également dans le top 10 et la belle 8e place de Pierre Gasly, ce qui nous emmène naturellement et comme d'habitude sur les 4 enseignements suite à ce Grand Prix de Belgique. Une première question, Ferrari toujours pire, un nouveau cap franchi dans l'horreur de cette saison 2020. Gasly le magnifique, Kimi la der du roi, c'est une question qu'on va se poser. Enfin Bottas le con
signé et plus largement la frilosité bien sûr des 3 leaders dimanche. On attaque tout de suite avec Ferrari parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce week-end où Ferrari a tout simplement touché le fond. Regardez plutôt avec cette citation de Mattia Binotto qui déclarait ceci après la course: je pense qu'il est faux de parler de crise pour le moment que nous traversons. C'est certainement un très mauvais résultat dans une saison difficile. Nous le savions, nous l'avons vu venir avec les tests hivernaux et le gel décidé pour le développement de la voiture et du moteur. Mattia Binotto, le chef du projet, un moteur de Punto dans une Formule 1. Les amis, ça nous amène aussi, excusez-moi, à ce tableau où je voulais qu'on récapitule un peu ce qui s'est passé si vous n'avez pas vu la course. Rythme dramatique le vendredi derrière les Alpha à la lutte avec Haas et Williams. Vettel qui termine dernier des EL3. Ferrari en recul par rapport à ses performances de l'année dernière. C'est l'unique écurie d'ailleurs qui est en recul par rapport aux performances de l'année dernière. Ferrari proche du cataclysme également le samedi, tout proche de se faire sortir bien sûr dès la Q1. Et puis un nouveau dimanche de la honte. Gestion catastrophique de la stratégie de Charles Leclerc et du pit stop de Charles Leclerc au moment de la sortie du safety car, un rythme dramatique, on a vu impossibilité notamment de dépasser Romain Grosjean, on a vu Kimi Raikkonen passer sur Sébastien Vettel et puis cette bataille musclée entre Leclerc et Vettel au tour 19 qui aurait pu très très mal se terminer. Jusqu'où Ferrari va sombrer les amis? Jusqu'à la 20e place, c'est possible. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, il y a si peu de motifs d'espoir dans le sens où il n'y a rien qui va. Mais quand je dis rien qui va, c'est que toute la voiture, dans son fondement même, ne va pas. On est sur un moteur qui ne va pas à cause d'une mauvaise conception parce qu'elle était basée sur autre chose. Hein, un débitmètre. De très mystérieux d'ailleurs. Oui, voilà, un autre débitmètre, par exemple. Et un châssis qui ne va pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Là, on arrive sur Monza, qui est le circuit qui demande le plus de moteurs. Les moteurs Ferrari sont les plus faibles. Je pense qu'à Monza, peut-être qu'on touchera le fond et on touchera le fond chez eux et ça va être vraiment terrible. Là, c'est un avant-goût, c'est un amuse-gueule de ce qui se passera à Monza, je pense. Et je pense que Binotto a raison de dire qu'il ne faut pas parler de crise, puisque là on est sur un tsunami, hein, clairement. C'est pire qu'une crise, on est sur un tsunami littéral. Avec quoi. catastrophe nucléaire dans la foulée. C'est un peu ça. Je suis désolé, là, non, mais il y a absolument plus rien qui va. Les ingénieurs font 4 ou 5 plans sur une seule course où tu es là en train de te dire mais de toute façon ça va rien changer dans ta stratégie. Leclerc commence à être passablement énervé à la radio. Et on peut le comprendre parce que ça y est, la frustration commence à le gagner. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était plutôt Sébastien Vettel qui a été très vite gagné par la frustration parce qu'il y a aussi l'avenir qui va faire que Vettel et Ferrari vont se séparer. Mais là, ça y est, Leclerc, il commence à être un petit peu frustré de la situation, se dire qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse parce que lui, il est bloqué pour 4 ans. Il y a Sainz qui, au tour 33, fait oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai signé chez Ferrari? Bon, on verra ce que ça donne encore une fois, mais ça, c'est catastrophique. Il n'y a rien à faire. Et j'ai envie de dire le pont sur la Garonne, le gâteau, la cerise sur le gâteau. Ça aurait plu à Hamza cette Le truc, c'est qu'il y a une bataille des moteurs Ferrari en fond de peloton. Et le truc, c'est que là, c'est Kimi Raikkonen qui l'a remporté. C'est-à-dire l'équipe B et la maison mère n'étaient pas foutues, en tout cas, j'ai envie de dire. Équipe C, hein. Équipe C, oui. Attends, et c'est ce que disait Vasseur l'année dernière quand il dit alors Ferrari a amené des nouvelles améliorations sur son moteur. Oui, bah faut que l'équipe B teste un petit peu avant nous. Il disait ça en rigolant. Maintenant qu'il rigole, MDR. Hein. C'est horrible. Non, mais je sais pas comment va faire Carlos Sainz l'an prochain, parce que là, il doit être en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Avant de parler de l'an prochain, parlons de la prochaine course qui nous attend. Vous l'avez dit, Grand Prix à domicile, même sans supporters et sans tifosi pour la Scuderia Ferrari. Et regardez cette déclaration de Charles Leclerc, pas vraiment optimiste, on peut le dire, avec ces propos qui font forcément réagir. À Monza, ce sera pareil ou pire. L'homme qui nous a offert quand même le team radio de l'année, on peut le dire, et qui nous a bien régalé dans ce dimanche parfois un peu soporifique. Ça sera pire dimanche? Oui, comme le disait Brice, ça sera pire. Le châssis, jusqu'à présent, par les exploits notamment de Charles Leclerc sur ce début de saison, on se disait, bon, le châssis, il n'est pas exceptionnel, mais il fonctionne. Et là, sur Spa, on se rend compte que non, il ne fonctionne pas. Il est à la hauteur de Alfa Romeo et parfois de Haas. Leclerc, je crois que c'est Leclerc qui était resté bloqué, ou peut-être Vettel qui était resté bloqué derrière la Haas de Romain Grosjean. C'était Grosjean Leclerc, à la sortie du Grand Prix. Wow, je me suis battu avec une Ferrari. Et là, tu fais oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les Williams et les Ferrari qui se battent ensemble à l'arrière du peloton, c'est pas les années 2000. Le châssis est mauvais. Il y a un élément qui est très symptomatique, c'était lors des essais libres. C'était Leclerc, il me semble, qui arrivait sur une Alpha Tauri, il était en pneu soft. C'est Vettel, il me semble. Vettel, il était en pneu soft. Il avait le DRS ouvert, il pouvait pas dépasser. Dès qu'il sortait de l'aspiration, il reculait. Le moteur Honda est plus puissant que le moteur Ferrari. Bah oui.
Et Un vélo électrique. oui, un en plus, vélo hein. électrique. Non, mais c'est Le moteur Ferrari aujourd'hui est vraiment le plus mauvais Il est moteur. Et claqué le au sol. problème, c'est qu'en fait, ils ont développé le moteur dans le mauvais sens, puisque du coup, ils l'ont développé en hors légalité. Et ça n'a pas plu ni à Ah oui, Christian Horner ouais. ni à Toto Wolff, qui ont dit mais attendez, l'année dernière, nous, on s'est arraché pour Ah. voilà, il y a des employés qui sont presque partis en burn-out, etc. Alors que les mecs, ils étaient en train de Ils l'ont développé avec un débitmètre illégal et par conséquent, en fait, le moteur prenait des tours à foison et au final, tu ne peux pas avoir les mêmes tours minutes si tu en fait remets le débitmètre à sa juste légalité entre guillemets. Résultat, le moteur, il prend pas de tours. À chaque fois que tu passes un rapport, il repart bas. On dirait un 270 cm3 en carte de location, vraiment. Enfin, tu l'entends, il fait peine le moteur. Donc, tu peux rien faire, particulièrement, à part essayer de retourner dans l'illégalité en trouvant un nouveau truc. Krusty le clown, Mattia Binotto va peut-être essayer de nous Ah trouver là là. quelque chose. Mais en attendant, je vois pas ce qu'il y a à faire. Juste une dernière chose par rapport à Spa. 42,5, c'est le temps. Bien vu, hein. T'es pas obligé de m'afficher comme ça. 42,5, c'est le temps de Vettel, de Leclerc l'année dernière. 42,9 cette année. On a 4 dixièmes en dessous. Et l'année d'avant, avec Alfa Romeo, il était plus rapide de 5 centièmes. C'est Avec Alfa Romeo. c'est- Avec Sauber. là. C'est assez aberrant et on rappellera d'ailleurs que Ferrari avait gagné les 2 précédentes éditions du Grand Prix de Spa. Il faudra se rappeler aussi qu'en 2019, rappelez-vous, Lewis Hamilton, avant d'aller à Monza, avait dit « Quand je vois la vitesse de ces Ferrari dans la ligne droite, je me dis qu'on est mort en vue du Grand Prix d'Italie. Les temps changent et très rapidement, en tout cas en Formule 1 en ce moment, notamment pour la Scuderia Ferrari. On aura peut-être l'occasion de les enterrer la semaine prochaine, vous le verrez, on a déjà et du prévu public au Mugello. Hein. Ouais, de très bonnes choses et il y aura 3000 personnes. Les Italiens Angelo s'occuperont de les enterrer. aussi également. Le Mais 11 septembre d'ailleurs. le dernier coup de pelle peut-être pour le 11 septembre. Deuxième enseignement, Gasly le magnifique. Merci Piero Gasly d'avoir animé cette course parce que franchement, eh bien, il nous a plutôt régalé. Regardez plutôt notamment avec ce tableau, résumé de son week-end, un excellent premier relais notamment en dur en course, passé de la P12 sur la grille à la P4 après la sortie bien sûr de la safety car, le chef-d'œuvre dans le rouge sur Pérez où il y a mis du cœur et pardonnez-moi l'expression écarter les enfants, il y a mis les couilles aussi également. Et puis la safety car qui a quand même ruiné sa stratégie avec ce premier relais justement en pneus durs. La remontée fantastique parce qu'après son premier pitch, il est reparti P16 au tour 26. L'aide du DRS et j'attends votre avis là-dessus sur la montée du Camel où il a réalisé bien sûr tous ses dépassements. Et puis la P8 à l'arrivée, le titre honorifique de pilote du jour. Et puis surtout cette conclusion, Gasly, un an après, où en est-il ? Il a fait un week-end magnifique, poussé par l'ombre, on va dire, d'Antoine Hubert, qui s'est emparé quand même des lieux à Spa et auquel tout le monde a beaucoup pensé. Et puis surtout la résurrection après l'éviction, un an après son départ, bien sûr, de Red Bull. Regardez ce qu'il disait Pierre Gasly, justement, à l'arrivée de cette course, pour bien comprendre l'état d'esprit du garçon. On aurait pu finir 5e sans la safety car, ça a été une course amusante et c'était une course importante dans un week-end difficile émotionnellement. J'ai honoré Antoine de la meilleure façon. Pierre Gasly qui a jamais eu autant de flow en dehors de la piste qu'en ce moment. C'est la réflexion qu'on se faisait en regardant le Grand Prix. Magnifique Pierre Gasly. Bah, en fait, il faut regarder où il était il y a un an et la perception que nous-mêmes nous avions de Pierre Gasly. On avait dans ce qu'on voyait en fait affaire à un pilote qui n'était pas forcément très sûr de lui, qui subissait une voiture et qui une équipe. et une équipe et un coéquipier et tout ce qui va avec et les médias et qui apparaissait comme quelqu'un qui, ne serait-ce que par son visage face caméra, était en difficulté. Et c'est incroyable, en un an, le step qu'il a passé. Il y a eu deux vrais steps. Il y a eu ce retour chez AlphaTauri, en fait, où, très clairement, il a montré les balls après. Enfin, je veux dire, il a tout remis en question, il a tout remis sur la piste, et il a commencé à refaire des grosses performances avec AlphaTauri. Et le deuxième step, c'est le Brésil. Et après le Brésil, on est tombé sur un Pierre Gasly, en début de saison notamment, depuis que la saison a commencé. Waouh, il a l'écro quoi, il a vraiment l'écro et comme on se faisait la réflexion hier, c'est pas le même pilote. Hein. On a vraiment affaire à quelqu'un qui en veut très très fort et aujourd'hui il a passé ce step qu'on attendait de lui. En fait, il a beaucoup évolué parce qu'il faut savoir, Grand Prix de Hongrie, dernier Grand Prix chez Red Bull, il arrive à Spa chez Toro Rosso, donc il vient de se prendre un énorme uppercut par Helmut Marko dans les dents. Il y a son super pote Antoine Hubert qui décède sur le Grand Prix à Spa-Francorchamps. Donc là, tu te dis, l'année 2019, elle peut pas aller plus mal, quoi. C'est vraiment compliqué mentalement de se relever et de faire donc derrière podium au Brésil dans des circonstances de course particulières. Mais encore une fois, il faut saisir les opportunités. Et maintenant, de voir la progression qu'il a fait depuis ce début de saison où il est clairement le numéro 1, que Fiat, ça m'étonnerait pas qu'il saute à la fin de la saison, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et derrière, tu te dis, il sort des courses, il est confiant avec la voiture, l'équipe est derrière lui, son ingénieur est derrière lui, tout fonctionne
fonctionne bien, il y a un bon mood. Il a envie de faire des dépassements, il fait un magnifique intérieur à l'eau rouge sur Sergio Pérez qui le tasse un petit peu. On a tous adoré ce dépassement. Et puis la course, elle est menée de main de maître. Et ça tranche énormément. Et on se dit, c'est ouf quand même parce que Alex Albon, il finit derrière 2 Renault quand même. Et ça, c'est très problématique pour lui parce que Helmut Marko a dit, il n'est pas encore en danger, mais là, de finir derrière les 2 Renault, Abitboul, il avait le sourire jusqu'aux oreilles. Ça sent de plus en plus mauvais, malheureusement, pour Alex Albon. Mais en fait, finalement, on se rend compte que ce soit Albon ou Gasly dans la Red Bull, c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, il est très bien chez AlphaTauri. Il faut qu'il continue à montrer des bonnes choses. Et après, il faudra voir s'il peut peut-être pas sortir du giron Red Bull pour aller ailleurs. N'oubliez pas le petit tips, quand Helmut Marko dit quelque chose, il faut toujours comprendre le contraire. Hein. Voilà, si vous découvrez la Formule 1, il faut le savoir. Alex, sur la question de Pierre Gasly. La confiance est un moteur dans le sport et en particulier avec Pierre Gasly. C'est une confiance retrouvée et quand on a la confiance retrouvée, on est un homme heureux et un homme heureux, c'est quelqu'un qui fait des bonnes courses. En Formule 1 et en particulier dans le sport, et là Pierre Gasly, il affiche quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis 1 an. Pierrot l'a rappelé l'an dernier à Spa, avec 2 événements douloureux, l'un bien sûr plus important que l'autre. Et cette remontée, cette reprise de confiance est à montrer en exemple partout en Formule 1. Je pense notamment à Daniel Ricciardo qui a vécu des moments tristes avec Red Bull. Et puis là, il est toujours dans des moments compliqués et c'est 2 poids 2 mesures, mais ça montre qu'il y a quelqu'un qui a une force mentale. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui n'a pas réussi à remontrer, en tout cas de bonnes performances avec AlphaTauri. Et Pierre Gasly, lui, restera devant. Et le souci, c'est que est-ce qu'il va pouvoir réussir à sortir du giron Red Bull ? La fin de son contrat, c'est cette année. Qu'est-ce qu'il va faire l'an prochain ? Il va sûrement rester chez AlphaTauri. Et à partir de quel moment il arrivera à avoir un avenir autre part que dans le giron Red Bull ? Ça, c'est une question à se poser aussi. Juste un petit bémol sur lequel je veux vous entendre, le DRS. Le DRS, est-ce que c'était pas un peu artificiel ? Est-ce que ça s'est pas un peu trop vu ? On fera une émission spéciale DRS dans le reste qui viennent. En fait, le problème, c'est que le DRS, en grande majorité, est que sur des grosses lignes droites où en fait, il n'y a pas forcément besoin de DRS. Et que du coup, l'aspiration plus DRS, on le passe avant la zone de freinage, donc c'est un petit peu dommage. La remontée de Gasly, alors, il avait une bonne voiture, il en a tiré le 100% du potentiel. Et en fait, c'est vrai que ça fait un peu artificiel, mais il y a tous les dépassements qu'on a vus finalement, à part peut-être Gasly à eau rouge dans le raidillon avec Pérez. Le reste a été quand même assez artificiel, c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, il faut pouvoir aussi se retrouver à suivre une voiture, il ne faut pas trop surchauffer les pneus. Et derrière, il faut pouvoir aussi dépasser et s'échapper. Donc, il a fait le job et le DRS, ça, on pourra en parler des heures. Et on va en reparler des heures. Comme Pierrot disait, en fait, de Kemmel au Combe, le problème c'est que la ligne droite est tellement longue que le DRS est utile. Mais ici, par exemple, tu te dis j'aurais bien aimé que le virage soit 200 mètres avant quand même, parce que il dépasse, il se rabat, et l'autre a presque le temps de se remettre à l'aspiration. Et d'ailleurs, c'était dangereux parce qu'il y a eu 2-3 voitures qui ont failli qui ont bloqué les roues et ça a failli se retrouver dans la vitesse. Les seuls dépassements qui étaient intéressants et assez sympas à voir, notamment Vettel-Leclerc, les pauvres, c'était les deux VLDRS. Et au final, tu vois très bien que dans ce genre de ligne droite, l'aspiration suffit amplement à pouvoir faire une bataille en fin de ligne droite. Donc, effectivement, le DRS a un souci d'adaptation vis-à-vis de la longueur de la ligne droite et un peu artificiel dans ces moments-là. Et comme je vous l'ai dit, on en reparlera bien sûr le DRS. On n'a jamais questionné le DRS dans cette émission. Ce sera l'occasion bien sûr dans un débat futur. 3e enseignement. Et cette question qui, je sais, va sans doute te faire réagir, mon ami Brice Germain. On va parler de Kimi Raikkonen et on va vous poser cette question. Était-ce la dernière séance du roi de Spa ? Lui qui a tout donné en course, qui a été mal récompensé. Alors oui, il y a eu ce départ catastrophique puisque le mode anti-calage s'est mis en route apparemment et il n'a pas pu décoller en tout cas de la grille de départ. P12 quand même à l'arrivée, devant les 2 Ferrari. Un Kimi Raikkonen qui s'est offert un dépassement sur Sébastien Vettel et qui aurait peut-être espéré pouvoir rentrer dans le top 10 s'il n'avait pas buté sur Kvyat pendant plusieurs tours. Et puis cette question qui est née très tôt dans le week-end, stop ou encore pour Kimi Raikkonen. Il y a cette rumeur Hülkenberg, bien sûr, d'une arrivée d'Hülkenberg du côté d'Alfa Romeo. Cette triste situation en fond de grille qui pourrait peut-être lasser le Finlandais et ses déclarations de jeudi. Je propose qu'on la regarde tout de suite, cette déclaration concernant son avenir. Kimi Raikkonen, je n'ai pas encore pris ma décision pour l'année prochaine. Je ne la prendrai pas en fonction des possibles performances de la voiture, mais par rapport à une situation. Cette année, j'ai pu être plus à la maison, c'était génial. Il y aura un moment où je voudrais être à la maison et faire d'autres choses. Kimi Raikkonen, est-ce que c'était sa dernière séance, lui le roi de Spa, sa dernière séance en Belgique ? Après, il faut savoir un truc avec lui, c'est que chaque année, il dit on verra. Si j'ai pas envie, j'arrête. C'est un peu plus explicite là quand même. Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il dit que c'est pas lié aux performances de la voiture.
Un petit peu quand même. Je pense que s'il jouait la gagne, il dirait peut-être pas ça. Il s'amuse bien avec Robin et Rihanna. Mais bon, il pense quand même beaucoup à sa gueule et il aime bien conduire des bagnoles. Hein. I love this. Tu vois, donc bon, tu vois, c'est mesuré avec lui. Hein. Mais vas-y, Pierrot. En fait, Raikkonen, comme tu l'as dit, Brice, tu le vois sur tout le Instagram de sa compagne Mintou. Il a passé tout le confinement à faire du karting avec son gamin, etc. Et là, tu te dis, il n'y a pas tous les parents qui laisseraient son gamin sur un karting parce qu'il De peut se faire 4 mal, ans. Ouais, de 4 ans, faut quand même. Donc bon, tu te dis, ouais, c'est le premier, je pense, qui risque de rigoler si son gamin se prend un arme. Il va apprendre, c'est comme ça qu'on apprend. Mais non, comme un peu Sébastien Vettel, c'est un vieux de la vieille, et puis il faut qu'il se remet en question, il remet aussi ses choix de vie en question, etc. Donc on arrive peut-être sur la fin d'une carrière, et puis oui, comme l'a dit Brice, hein, de toute façon, quand tu joues la Q1 et à peine la Q2 avec une Alfa Romeo, bon, ça va 5 minutes, hein, mais on va pas non plus faire 15 saisons avec, donc il y a moyen que ce soit la dernière séance à Spa, et puis derrière, il y a plein de jeunes pousses qui vont probablement prendre le baquet chez Alfa Romeo, des Schwartzmann, des Schumacher et compagnie. Un ami de Kimi Raikkonen, c'est Tony Villander, expliquait que Raikkonen était horriblement frustré des performances de son Alfa Romeo, donc à partir de là, c'est sûr qu'imaginer une fin de carrière à l'issue de cette saison est fortement envisageable. Et je rebondis sur ce que dit Brice. Il dit ça à chaque fin de saison, mais sauf que là, il y a une situation assez inédite dans l'histoire, dans le monde, le coronavirus. Ouais. Ça remet en question beaucoup de choses sur les situations familiales. Toto Wolff a carrément remis en question sa situation chez Mercedes. Kimi Raikkonen aussi. On n'est plus sur le même pilote qu'il y a 10-15 ans qui faisait la fermeture des bars à Monaco, de la Rascasse notamment. J'attends la cérémonie FIA de fin de saison pour être sûr de ce que tu avances. Non, mais ça sent clairement la fin de saison, en tout cas la fin de carrière pour Kimi Raikkonen. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une énorme entente avec Frédéric Vasseur. Oui, qui veut d'ailleurs le maintenir. Hein. Il l'a répété d'ailleurs. Il a dit qu'il voulait le maintenir si Kimi avait envie. Oui, la motivation. Vasseur est très pragmatique à ce niveau-là, mais par contre, il est au courant que c'est pas forcément nécessaire pour lui d'intégrer vraiment très très vite des jeunes pilotes, parce qu'il sait le budget de son équipe, il sait les progrès qu'ils ont à faire, et il sait l'importance d'avoir un gars qui a 17 ou 18 saisons derrière lui pour développer cette voiture. Donc lui, il n'est pas forcément aux pièces et pressé, si tu veux, d'avoir un Schwarzman dans son écurie. Hein. Pour le moment, lui, Raikkonen, ça lui va bien, et il sait très bien que c'est Kimi qui prendra la décision de partir ou non, effectivement, avec tout ce qui a été dit. Et puis, il a quand même 41 ans, le vieux. Hein. Donc, au bout d'un moment, il va peut-être vouloir penser à autre chose, effectivement. Donc, oui, c'est quand même probable qu'il s'en aille, malheureusement. Allez, 4e enseignement et un énorme flop désormais, presque un coup de gueule on pourrait le dire, sur la frilosité des leaders de cette course. On va évoquer Valtteri Bottas et la stratégie de Mercedes. On va aussi évoquer les consignes qui ont été données à Max Verstappen. Regardez plutôt avec ce tableau, vous allez vite comprendre. Bottas signé, merci pour le jeu de mots, par Mercedes. On rappelle, refus de l'écurie de lui accorder un boost pour attaquer Hamilton pour essayer de rentrer dans sa zone DRS. C'était notamment lors du premier tiers de course. Et puis, Max Verstappen qui a été obligé de gérer, puisque lorsqu'il a essayé de pousser, les Mercedes ont augmenté leur rythme de course. Et finalement, avec un peu de résignation et surtout des consignes de la part de Red Bull, qui lui a demandé, écoute, tu ne peux pas aller les chercher, donc baisse ton rythme et ramène cette voiture à l'arrivée. C'est quand même d'une profonde tristesse ce que l'on est en train d'expliquer, ce qui s'est passé sur le circuit de Spa. C'est la tristesse dans le sens où en fait le problème c'est que Verstappen n'est pas assez rapide pour challenger de manière ultra régulière, on va dire, les Mercedes, en tout cas se battre en combat rapproché avec elles. Mais il est suffisamment menaçant pour se dire que on ne peut pas tenter des Nico Rosberg, Lewis Hamilton comme c'était le cas dans le début de l'ère hybride. Donc au final je comprends la stratégie de Toto Wolff et de dire non, on a des modes boost pour des modes de dépassement pour justement se protéger de Verstappen. Mais vous attaquez pas entre vous parce que du coup on va perdre du temps, Verstappen va revenir et on se fait souffler la victoire comme ça, et ça on veut pas. Il y a un championnat du monde des constructeurs à aller chercher, il y a un titre de champion du monde aussi à aller chercher. Donc il joue vraiment la carte de faut y aller tranquille, faut se garder en réserve. C'est relou pour nous, c'est relou pour le spectacle. Ça fait je sais pas combien de Grands Prix qu'on a exactement le même podium et exactement la même grille de départ sur les 3 premiers. Ça commence à être relou.
c'est chiant. Ouais. Désolé encore une fois, mais ouais. Juste avant de vous lancer, regardez cette déclaration de Toto Wolff parce que ça répond exactement à ce que tu dis et quelque part le serpent se mord la queue. Regardez, il dit tout et rien, il dit tout et son contraire, on peut dire Toto Wolff dans cette déclaration. Ouais. Il n'y a pas de règle en place entre les deux pilotes, ils sont autorisés à se battre. Et puis il rajoute, dans la matinée, nous avions convenu que le nombre d'actions sur ce mode dépassement serait limité. Nous avions aussi convenu de ne pas l'utiliser l'un contre l'autre. Donc ça veut dire, d'un côté, vous avez le droit de vous battre, mais en fait, non, on vous donne pas les armes pour vous battre. Une petite réaction, Alex et Brice. Ça fait référence à la dernière émission sur est-ce que la F1 est-elle devenue trop ennuyante. La réponse c'est presque oui, juste ne serait-ce que là à l'issue de ce Grand Prix de Belgique, parce que on peut pas voir des batailles entre le top 3. Donc il faut, c'est-à-dire voir la guerre du milieu pour avoir du spectacle. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus intéressante cette guerre du milieu. Et voir Mercedes refuser de voir en tout cas ces pilotes se battre, en tout cas avoir les armes les plus puissantes pour se battre entre elles, et voir juste Bottas rester derrière en bon toutou, c'est pas fantastique en termes de spectacle pour ceux qui veulent voir une bataille pour le titre. En fait, le problème, c'est qu'il manque une autre équipe. Il manque 2 voitures, ou au moins peut-être Alex Albon, pour essayer de mettre en danger vraiment Mercedes pour qu'il y ait un combat. Et le problème, c'est que. Ne serait-ce que stratégiquement. Ouais, serait-ce que stratégiquement. On parle même pas de combat rapproché, mais ouais, il manque Ferrari, quoi, c'est ça le problème. Mais la vérité, qu'est-ce qui risque, Brice, aujourd'hui, même si les deux voitures s'accrochaient, oui, en termes de communication, ça aurait été catastrophique du côté de Spa. Ouais. On peut quand même faire confiance à Valtteri Bottas, qui a rarement tenté le diable sur son coéquipier. Qu'est-ce qui risque qui, alors, la seule fois qu'il a fait, c'était en Hongrie il y a 2 ans, là, et il fait n'importe quoi. Donc peut-être qu'il a pas confiance, Toto. Hein. Mais non, alors, sincèrement, je comprends pas. Non mais vraiment, je suis Romain Grosjean avec sa Haas, je ne comprends pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je comprends pas dans le sens où Mercedes a 73 500 points d'avance au championnat, Hamilton aussi, et je sais pas. Ils veulent pas prendre de risques. Non mais il y a du business à la fin. J'ai presque l'impression que la course est un moment douloureux pour eux et qu'en fait ils viennent là prendre des points. Ils n'aiment pas faire la course et que ok, on a la meilleure voiture, bon bah amenons-la à l'arrivée et c'est tout. Ouais. Et je comprends pas pourquoi on laisse même pas Bottas tenter quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il risque? Sans déconner. Là, je pense que la W11 est la voiture la plus dominante et dominatrice de l'ère hybride, à part 2014 peut-être, à la rigueur. Et on a quand même vu Rosberg et Hamilton faire n'importe quoi à une époque. Ils finissaient quand même avec 150 points d'avance au championnat. Pourquoi on les laisse pas faire quelque chose? Mais parce que là, ils dominent pas de main de maître. Certes, ils mettent une seconde à tout le monde en qualif, mais Verstappen, en rythme de course, il est pas si loin. Il y a 6 victoires sur 7. Mais bien sûr. Non, mais ça, c'est sur le résultat. Mais quand tu regardes sur la course en elle-même, tu te dis, ah ouais, mais Verstappen, en fait, ouais. Parce qu'il a 6 secondes. Il a 6 secondes, mais tu sais. Ouais, attends, hier, il a 6 secondes, mais parce que dès qu'il pousse, les autres montent le régime et il ne peut pas du tout aller chercher. C'est-à-dire que s'ils poussaient vraiment, ils pourraient les mettre sur une course d'attaque. Après, il me semble qu'à mon avis, c'est un avis vraiment sans fait derrière pour étayer, mais je pense sincèrement que Mercedes avait peur pour les pneus hier. Ouais, et qu'il y a eu une petite crainte parce que vraiment. On embarque tellement d'appui cette bagnole. Mais justement, ils en ont rajouté d'ailleurs à ce pas. Il y a toutes les voitures et même la Mercedes avait des problèmes d'adhérence, notamment à la source, où c'était très difficile de réaccélérer sans que l'arrière parte. Il y avait vraiment, les voitures n'étaient pas très très stables hier. Je pense que les différentes pluies et tout ont un peu rendu la piste grasse. Et en plus de ça, les pneus s'abîmaient. Donc, à mon avis, ils n'ont pas voulu prendre de risques non plus, en ayant l'autre qui a le sang sur les dents là, derrière. Ils ont dû se dire, bon, on assure le doublé. Parce que c'est vrai qu'au final, c'est que le 2e doublé de la saison. Ouais. Permettez-moi cette humeur un peu vieux jeu, mais quand tu réfléchis à l'époque de Pironi et de Gilles Villeneuve, la Formule 1 n'allait pas très bien au début des années 80 chez Ferrari, et ils s'étaient mis d'accord pour, entre guillemets, faire un balai incessant de dépassement qui était un petit peu artificiel, mais pour donner du piment et du spectacle. Aujourd'hui, on a une écurie qui domine, et la consigne, c'est de justement quasiment pas se battre. Je vais me redire, mais encore... Et la F1 va mal de ce fait-là. Oui, mais je vais radoter, mais le problème, c'est que Verstappen n'est pas assez menaçant pour faire un combat rapproché et avoir quelque chose de vraiment intéressant, mais alors attends, pas assez menaçant, mais du coup trop peu menaçant pour se dire on va les laisser se battre. C'est ça le problème. Et puis il y a un gros problème de statut au sein de l'équipe aussi. Attends, quand tu vois les déclats de Bottas, Hamilton c'est le soleil. Hamilton c'est le soleil. Il est au-dessus même, je crois, du soleil. Mais t'as 1000 personnes qui sont à ses pieds tout le temps. Bottas, lui, à chaque fois qu'il dit un mot, qu'il fout un pied quelque part, il craint pour son siège.
Non mais En baquet. les déclats de Bottas, c'est bravo Lewis, machin. Mais arrête de l'encenser. Mets-toi au combat psychologique. T'as appelé Nico Rosberg, il t'a pas donné de conseils, t'as rien retenu. Ah, il est au Mais combat psychologique. je prends la place d'Hamza aujourd'hui et je vais répéter les propos d'Hamza. Valtteri Bottas. Valtteri Bottas, est-ce que c'est réellement son rôle d'attaquer Lewis Hamilton? Là est toute la Alors, question. Eh ben, Parce que ne dis pas que tu veux être champion du monde. Ouais, alors. voilà. Exactement. Vraiment, enfin, Exactement. On aura l'occasion d'en reparler de Valtteri Bottas, vous l'avez compris, c'est un peu voilà, c'est un peu la Madeleine de Proust en ce moment Oh, purée. des pistonnets. Regardons le classement très rapidement. Le classement pilote déjà avec Lewis Hamilton, eh bien qui accroît son avance, 47 points désormais d'avance sur Max Verstappen, 50 sur Valtteri Bottas. Tout est dit. Et puis regardons les constructeurs pour vous montrer une nouvelle fois, eh bien que Mercedes peut prendre des risques au championnat du monde avec une telle avance. Notons que Renault, ça y est, se rapproche bien sûr de cette lutte avec McLaren, Racing Point et Ferrari, notamment dans la lutte serrée pour la 3e place. Renault, on va en parler d'ici quelques instants. Ce sera le débat. Oui, les pistonnés vont s'enthousiasmer pour cette écurie française. C'est peut-être la première fois en tout cas de l'histoire de cette émission. Mais juste avant, c'est l'heure du décryptage. Depuis des semaines, en tout cas, il y a des négociations en Formule 1, il y a des déclarations de tous les côtés pour trouver un accord commun. Et très souvent, vous avez entendu cette expression, les accords Concorde. De quoi s'agit-il, Alex Caldi? Les accords Concorde sont signés pour acter, graver dans le marbre en tout cas, les nombreux enjeux majeurs de la Formule 1. Les Concorde Agreement, pour ceux qui veulent se la péter en anglais bien évidemment, lient toutes les écuries inscrites au championnat du monde, à la F1 elle-même, la FOM, ainsi qu'à la FIA. En somme, cette signature, une écurie, sans cette signature, en tout cas, une écurie ne peut pas participer au championnat du monde de la Formule 1. Ces derniers accords Concorde vont régir pour la saison 2021 jusqu'à la saison 2025. Ce document permet d'établir la répartition des revenus entre les écuries, comme le partage des revenus télévisuels, élément très important, ainsi que le pourcentage des recettes réparties entre chaque écurie à la fin de l'année, selon la place au championnat du monde des constructeurs notamment. Tout le monde de la Formule 1 s'est également mis d'accord sur une vision commune concernant le mode de gouvernance, ainsi que les modes à adopter en tout cas sur les questions commerciales ou bien politiques. Ce sont des questions en tout cas très importantes. Et des accords Concorde, Alex, qui dans l'histoire ont souvent favorisé une écurie historique. Et bah devinez laquelle? La Scuderia Ferrari, bien évidemment, était avantagée sur la répartition des revenus. C'était expliqué par le fait que la Scuderia a participé à tous les championnats du monde de l'histoire de la Formule 1 et avait une fanbase d'environ 400 millions de personnes, ce n'est pas négligé. Et donc la Scuderia, par conséquent, avait un bonus significatif parce que Ferrari, voilà, le cheval cabré avait donc une bonne part du gâteau dans la répartition des revenus, mais également était avantagé politiquement puisqu'ils avaient un droit de veto lors des votes concernant les réglementations. Alors justement, qu'est-ce qui a changé dans ces nouveaux accords Concorde? Bien que ce soit censé rester confidentiel en tout cas sur ces accords Concorde, eh bien on a quand même quelques filtres et pas des moindres, puisque pour les premiers accords Concorde de l'ère Liberty Media, les nouveaux propriétaires du championnat du monde de la Formule 1, eh bien on a un but majeur pour Liberty Media, avoir un plateau plus équilibré avec des performances plus resserrées en réduisant notamment l'écart et le fossé économique entre les grandes et les petites équipes. C'était l'objectif de Liberty Media dès qu'ils sont arrivés en Formule 1, en tout cas ils ont réussi à le faire, notamment avec le plafond budgétaire de 145 millions de dollars dès l'an prochain, 140 millions pour 2022 et 135 pour 2023. Cela empêchera ainsi les top teams d'avoir de meilleures performances et de trop dépenser par rapport aux petites équipes au donc petit budget, une répartition plus équitable des revenus à la fin de la saison et un écart beaucoup moins important entre ce que gagne l'écurie championne du monde et la lanterne rouge du championnat. Des décisions plus justes à l'approche de l'entrée dans une nouvelle ère et d'une nouvelle réglementation de la Formule 1 dès 2022. Alors il y a toujours quand même certains bonus qui seront accordés à certaines écuries. Oui, c'est tout de même, de toute façon, encore toujours un peu compliqué, mais ça reste quand même assez équitable. Il y a un bonus de 20% du total des revenus du championnat du monde que les écuries ayant été au moins championnes du monde au moins une fois vont devoir se partager avec les écuries qui ont terminé dans le top 3 du championnat du monde précédent. Ferrari a toujours son bonus parce que Ferrari, bien sûr, mais il est beaucoup moins important qu'à l'accoutumée. La Scuderia garde tout de même aussi son droit de veto lors des votes de la réglementation. Un système de vote de toute façon qui a changé puisque maintenant on n'est plus sur l'unanimité.
l'unanimité n'est plus requise, puisque maintenant, pour qu'une règle soit validée, il faut qu'il y ait une majorité. Bon, si je t'ai bien compris, Alex, du coup, ces accords Concorde, ceux qui ont été ratifiés, en tout cas il y a quelques jours, quelques semaines, vont essayer d'apporter un petit peu plus de stabilité pour les écuries. De la stabilité, et cela a permis aussi de sauver une écurie historique de l'histoire de la Formule 1, Williams, puisqu'elle a été récemment rachetée. S'il n'y avait pas eu ces accords Concorde pour encadrer le modèle économique, politique et commercial de la Formule 1 au cours des 5 prochaines années, eh bien, avec ce plafonnement budgétaire, l'écurie aurait donc ainsi disparu. Les nouveaux acheteurs Dorilton Capitals, dont on a parlé en début d'émission, eh bien, ils ont été rassurés. Même chose pour l'écurie Haas, par ces nouveaux accords, a choisi de rester en Formule 1, ce qui n'était pas gagné suite aux mauvaises performances. Et Gene Haas, qui en avait marre de voir sa voiture derrière, et les mécanos se ridiculiser lors des arrêts au stand, notamment en Australie, c'est leur marque de fabrique, on va dire ça. Eh bien, Gene Haas a été convaincu de rester, mais attention tout de même, Gene Haas peut encore partir avec son écurie de la Formule 1 en fond de grille, puisqu'il peut désormais quitter la F1 à l'issue de chaque fin de saison, puisque les nouveaux accords Concorde ont une clause de sortie. Ce n'est plus un contrat fixe comme avant. Maintenant, vous pouvez partir quand vous voulez. Merci beaucoup Alex pour ce décryptage. Les accords Concorde, pourquoi Concorde d'ailleurs? Parce qu'ils sont ratifiés, place de la Concorde à Paris, là où siège la Fédération internationale de l'automobile. Il y a une écurie, il y a une marque d'ailleurs qui a beaucoup fait parler lors de ces négociations des accords Concorde, c'est Renault. Renault qui revient avec le sourire, Renault surtout qui a relevé la tête depuis la précédente course du côté du Grand Prix d'Espagne. Faut-il être optimiste pour Renault? C'est le débat qu'on vous propose aujourd'hui. Renault donc a brillé du côté de Spa-Francorchamps et Renault serait peut-être même amené à briller tout au long de ce troisième triple header de cette saison 2020. Regardez plutôt ce qui s'est passé ce week-end pour Renault. Le meilleur résultat depuis leur retour en Formule 1 en 2016. Ricciardo qui a fait P4, Ocon qui a fait P5, mais surtout 23 points inscrits avec le meilleur tour. Ça n'avait jamais été réalisé depuis. Le meilleur tour aussi également 10 ans après celui de Robert Kubica au Grand Prix du Canada 2010. Et surtout Renault, la troisième écurie ce week-end. P2 en EL2, P2 également aux essais libres 3, 2 voitures dans le top 6 en Q3, 2 voitures dans le top 5 à l'arrivée, ce qui nous amène bien sûr à cette déclaration de Carlos Sainz qui représente un petit peu la concurrence. Dans une configuration à faible appui, leur voiture semble vraiment très bien fonctionner. Je pense qu'ils sont très bons dans les virages à faible vitesse. Cette Renault est un peu trop rapide pour nous. Carlos Sainz qui fait l'éloge de Renault et pourtant il est souvent lâché par son moteur Renault du côté de McLaren, ce qui nous amène à cette question. Est-ce que Renault peut s'installer à la 3e place, à la 3e force? Petit rappel des faits récapitulatif pour vous donner quelques éléments avant de vous laisser en découdre. Un triple header sans doute à leur avantage. Je vous disais Spa, Monza, Mugello, des circuits plutôt typés moteur, un meilleur rythme que Racing Point et McLaren tout au long de ce week-end. Une voiture saine qui marche très bien avec peu d'appui, qui marche un peu moins bien lorsqu'il y a beaucoup d'appui. Des évolutions surtout efficaces et nombreuses. Un duo aussi également de pilotes qui a haussé le ton à l'image de Daniel Ricciardo. Et cette question aussi, Esteban Ocon, n'est-il pas de retour les amis? Renault, troisième force de ce plateau en 2020, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on peut l'espérer? Ça fait, premièrement, ça fait déjà plaisir en fait, parce que ça nous donne tort à tous, vu qu'on leur a craché dessus pendant le Covid, pendant le confinement, en disant ah bah ouais, Renault, de toute façon, ça sent la fin, avec l'affaire Carlos Ghosn, avec ceci, avec cela, et puis Ricciardo qui s'en va, et puis alors là, il signe Alonso, et on se dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce projet, etc. Et puis il s'avère qu'effectivement, il y a eu une progression depuis le début de cette saison 2020. Il y a 2 semaines, quand ils étaient à Barcelone, il y a eu c'est là où on a vu que la Renault, sur les virages à moyenne vitesse, c'était compliqué. Avec Brice, on s'est tout de suite dit aux essais hivernaux que dans les virages à faible vitesse, le châssis était bon. Donc le châssis de la Renault est bon. Et donc effectivement, le moteur Renault, aujourd'hui, c'est un des meilleurs moteurs sur la grille avec Honda et Mercedes, donc pas de souci. C'est vrai qu'il reste que Ferrari derrière, mais bon, voilà. Et un peu loin derrière. Hein. Non mais voilà, un peu de positivité quand même dans cette émission. Faut quand même. Oui, c'est vrai. Là, je trouve que sur le débrief déjà, on a été un peu violent, un peu de positivité quand même, et donc effectivement, ça fait plaisir. Maintenant, il va falloir aller chercher justement cette 3e place. Il y a 9 points d'écart entre 4 écuries, et ce qui est intéressant, c'est que chaque écurie a son propre problème. Ferrari a un problème moteur, Racing Point n'arrive pas à développer sa voiture et c'est ce dont on avait peur au début de la saison en disant ils arrivent avec une bonne voiture, maintenant il va falloir la développer. Et il y a McLaren qui a des soucis du moteur Renault. Alors bon, on va pas parler de... pas de théorie de complot dans cette émission. Voilà, on va se calmer. Il y a peut-être un écrou oublié. Il y a peut-être un petit truc oublié dans le moteur. C'est possible. Donc il y a moyen, effectivement, s'ils continuent sur cette pente ascendante, d'aller chercher cette 3e place des constructeurs et on en serait tous ravis. Et bravo
Renault parce que du coup, il nous donne tort sur tout ce qui s'est passé pendant le confinement et ça fait plaisir. L'explication de ces performances, c'est aussi comprendre que Renault a appris de ses erreurs. La RS19 de l'an dernier était, le châssis était assez mauvais. Et puis là, on sait que Renault s'est toujours cherché au niveau de l'organigramme. Là, il y a eu de la stabilité. On a trouvé de bonnes personnes, notamment avec Pat Fry en tant que directeur technique. Il est arrivé, il a réussi à remettre tout le monde dans le droit chemin. Il y a une bonne synergie dans l'équipe. Et aussi le recrutement d'une personne à la direction aéro, c'est Dirk De Beer. Il est arrivé. Regardez le châssis aujourd'hui. La monoplace fonctionne très bien. Bien qu'il y ait eu un passage à vide, j'ai envie de dire, avec le Grand Prix d'Espagne, le Grand Prix de Spa a été très réussi et avec une monoplace où j'ai pas envie de dire que ça a été que c'est une surprise parce que Renault mérite d'être là. Au-delà de ça, Renault est aujourd'hui loin au championnat constructeur. Ils sont 6e en termes de place, mais en termes de points, ils sont pas loin. En 9 points de la 3e place. Ils sont à 9 points de la 3e place. Renault est la 3e force du plateau, selon moi, bien sûr. Mais pas, même si ça se reflète pas, en tout cas, au classement du Je suis constructeur. pas d'accord avec toi. Le châssis est pas grandement mieux réussi qu'avant. Moi, je trouve que c'est le moteur surtout qui a une vraie évolution. C'est un moteur quand même qui va aller dépasser du Mercedes en ligne droite. 350 km/h à l'approche d'Alban pour rester. Attention, Viry-Châtillon sur la 6. Méfiez-vous des radars, les petits potes. Parce que les Mégane RS, ça fuse. Non, mais je trouve pas. Et même Abitboul le dit. Cyril Abitboul, monsieur Abitboul. Ils ont un problème d'homogénéité sur cette voiture. Et pour lui, le entre guillemets dernier step à passer pour devenir un grand de ce monde, c'est d'avoir une voiture homogène. C'est ce que disait Pierrot tout à l'heure. Les voitures ont toutes, à cette place-là, en fait, les McLaren, Ferrari non, parce que c'est derrière, mais McLaren, Renault, Racing Point, elles ont un problème d'homogénéité dans le projet et dans ce qu'elles délivrent. Renault, c'est ça aussi. Et pour moi, justement, il y a encore des soucis à régler sur le châssis. Je vais pas dire qu'elle était parfaite non plus, la voiture. Mais J'ai pas dit qu'elle était parfaite, elle est quand même beaucoup mieux réussie que celle de l'an dernier. Mais le moteur est beaucoup mieux réussi. Non, le châssis aussi. Un peu. Non, quand un peu. même. Mais quand tu regardes des on-board de la Renault, elle est bizarre cette voiture parce qu'en fait tout va bien. Il y a un moment, elle va décider de te tuer. Ah ouais. Ouais, Et Ricardo, il est bien. Tu te dis, putain, elle est stable. C'est très Elle est bien, français, elle est stable. Waouh. Comme en Autriche, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, après, voilà, eux-mêmes ne comprennent pas encore tout ce qui va sur cette voiture, tout ça, mais il y a un cap, ce qu'il n'y avait pas avant. Et ça, c'est bon signe. Tu parlais de la citation, tu évoquais la citation de Cyril Abitboul. Regardez ce qu'il a déclaré, c'est exactement ce que tu nous as dit. Je vais forcément relancer Alex et Pierrot là-dessus. Il faut que la voiture soit plus homogène, tu l'as dit. Il y a des petites choses qui vont arriver cette année, mais la priorité pour l'an prochain, c'est d'avoir une voiture plus homogène. On a l'impression qu'il y a deux informations là-dedans. C'est-à-dire que oui, cette voiture, on peut la faire progresser, mais peut-être on va se concentrer un petit peu plus sur la préparer en vue de 2021. Le problème, c'est qu'il y a quand même un gel technique, enfin il y a un gel au niveau du châssis, un gel aussi au niveau du moteur. Vous y croyez en tout cas que Renault puisse faire un développement qui l'amène à aller chercher, à être devant Racing Point, à être devant McLaren notamment? Devant Racing Point, devant McLaren, parce que déjà McLaren aura... Et Ferrari, pardon, oui, mais on c'est vrai qu'on les compliqué, oublie. Je sais bien. Je sais bien. Oh là là. Non, c'est la semaine prochaine l'enterrement. C'est la semaine prochaine, je vous jure. C'est juste que McLaren, en plus, c'est juste que Renault se concentrera plus sur son propre moteur, puisqu'il y aura un client en moins, c'est-à-dire McLaren. McLaren va partir chez Mercedes. Du tout, même. Plus client du tout. mais là, Renault a vraiment, je rejoins Brice sur le step-up. Il est énorme le step-up, parce que Ricardo parce que là je dis bien Ricardo, je me suis fait engueuler. Mais c'est-à-dire que là, maintenant, on peut carrément viser le podium. C'est pas arrivé depuis très longtemps pour Renault, depuis leur retour en Formule 1. Le podium de Ricardo, il est Pas à la régulière quand même. Oui, c'est ça. pas à la Non, mais régulière. en fait, c'est exactement Je suis désolé. ce jeu Sur à certains Pitbull. circuits. Sur C'est certains circuits. Sincèrement, sur le Mugello et sur Monza, le podium est clairement visible. Il est faisable. Alors là, je rejoins Alex. Mais Sur pas à la Monza régulière. et sur le Mugello, un podium, c'est faisable. Maintenant, quand on va arriver sur des circuits un peu plus typés Barcelone, on va dire, avec des virages à moyenne vitesse et pas mal de virages et des circuits avec moins de moteurs, Renault joue pas la troisième place à la régulière, ou en tout cas sera un peu loin par rapport à ce qu'ils avaient. Là, sur Spa, justement, ce qui est intéressant, c'est que Ricardo, en fait, malheureusement, la safety car a complètement bousillé la stratégie de Ricardo, et du coup, il s'est retrouvé intercalé entre Verstappen et lui. Il y avait Pierre Gasly et Sergio Pérez qui ne se sont pas arrêtés, et du coup, il a perdu un petit peu de temps à la relance, et du coup, il a perdu peut-être une occasion de peut-être l'attaquer. Donc,
On ne sait jamais ce qui aurait pu se passer, évidemment, mais il aurait peut-être eu une chance, a priori, d'aller titiller Max Verstappen, ou peut-être Verstappen aurait mis un coup de patin, puis ciao bello. Mais non, mais effectivement, je pense que ça va dépendre des circuits, ça va dépendre de pas mal de conditions. À la régulière, non. Sur Monza, peut-être, probablement. Sur Mugello, j'ai un peu plus de doutes. Sur les autres circuits, ça va être peut-être encore un peu complexe. Ce dont Cyril Abitboul parle en termes d'homogénéité, c'est ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, Renault a besoin de mettre tout bout à bout pour faire un résultat. Oui, c'est ça. Et on a des écuries comme McLaren, on a des écuries comme Racing Point, on a des écuries comme... et même Red Bull et Mercedes, qui n'ont pas besoin de mettre tout bout à bout. Racing Point un peu quand même. Hein. En Espagne, est-ce qu'ils ont tout mis bout à bout? Je suis pas sûr, tu vois. Non. Et il faut rien rater de A à Z. Ouais. Aujourd'hui, voilà, c'est ce step-là où 4 et 5, ça doit être pas une norme, mais quelque chose d'habituel. Ouais. Quelque chose où, comme n'importe quelle écurie de Formule 1, où ils peuvent rencontrer des problèmes et quand même faire ça. Parce que la mécanique, c'est quand même le sport où il t'arrive toujours des problèmes. Et tu peux pas te baser sur il se passera rien de mal pour viser quelque chose, en fait. Il faut que tu intègres la possibilité qu'il y ait des problèmes dans la saison et quand même avoir un objectif élevé. Et c'est ça, en fait, le step. C'est-à-dire qu'ils vont pas faire 4 et 5 tout le temps, tout va pas toujours bien se passer comme là. Et en plus, là, on est sur un circuit qui est typé pour la Renault avec un truc moteur. Donc là, ça veut dire que c'est le plus haut qu'ils peuvent avoir. Ce que tu nous dis en fait, c'est que la grande crainte que toi tu as, c'est qu'ils ont la voiture pour ce triple header, mais maintenant il va falloir aussi convertir. Ce qui parfois a posé problème à Renault par le passé. Là, ils convertissent. Et c'est rare quand même que quand ils ont la voiture pour faire quelque chose, ils convertissent. Donc là, on est content, on est très bien. Et la voiture, tu vois qu'elle est performante. Par contre, il ne faut pas manquer les occasions parce que l'écart qu'il y a entre toutes ces écuries au championnat est si faible que les occasions, vraiment, pour moi, le point de Ricciardo, il est primordial, le point du meilleur tour. Ouais. Ce qu'il fait. Ça, c'est optimiser. Ouais. C'est aller chercher 13 points et 10 points, c'est-à-dire 23, un résultat que Renault n'a pas atteint depuis qu'ils sont revenus en Formule 1. C'est optimisé et c'est parfait. Et c'est ce qui, au final, fait que le début de saison de Renault est le meilleur depuis leur retour, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément exactement la meilleure voiture, même une meilleure voiture que 2018, mais ils sont plus là. Et ça fera la différence en fin de saison. Il y a une homogénéité, alors il y a une stabilité, j'ai l'impression qu'il y a une sérénité presque chez Renault. Et de la confiance même. Il y a de la confiance, il y a une sérénité, ce qui fait vraiment très plaisir à voir. Ce qu'on ne voyait pas l'année dernière, j'ai l'impression. Peut-être que, je sais pas, ils se sentent libérés d'avoir signé Alonso, ils se sentent libérés d'être sur une pente progressive. Enfin, il y a la réorganisation d'Enstone aussi. Réorganisation, etc. Donc, ça fait toujours mauvais genre de se dire bon, bah oui, par contre, en Espagne, il y avait les patrons, ils étaient là, ils n'ont pas assisté à la meilleure course. Mais bon, au moins, non, mais voilà, je veux dire, en fait, il y a effectivement une certaine sérénité. Qui se sent, on va dire, plus qui ne se voit. Et ça, je pense que c'est un élément très important. Comme le disait Alex vis-à-vis de Pierre Gasly et AlphaTauri, si tout le monde s'entend bien, s'il y a une bonne ambiance, etc., bah forcément, on travaille toujours un petit peu mieux que lorsqu'il y a une tempête dans une écurie. Moi, je suis plutôt content. Pour la 3e place, comme dit Brice, faudra surtout pas louper une seule occasion. Là, le triple header, il faut qu'il le réussisse à 100% pour avoir une chance d'avoir un petit matelas en fin de saison et se dire ok, on peut s'autoriser peut-être une petite erreur. Il y a juste deux choses concernant déjà sur le moteur. Abitboul, avant le début de cette saison, disait on a le moteur le plus puissant en course. On pensait qu'il avait tort. Finalement, aujourd'hui, il a raison et ça s'est vu à ça. Même moqué. 350 km/h à l'approche d'Alexander Albon à la fin de la ligne droite de Kemmel. Pour ce qui est de la stabilité dont tu parlais, Pierrot, il y a un truc, c'est que Luca De Meo était là du coup au Grand Prix d'Espagne. C'est quelqu'un en fait qui est en interne. On le dit, c'est quelqu'un qui connaît le milieu et donc ça apporte une certaine sérénité. Il a d'ailleurs fait un discours juste avant le Grand Prix d'Espagne, juste avant la course, en disant les gars, on est là, ce que vous faites c'est bien, je suis content d'être là et je suis avec vous. Et en interne, ça a beaucoup plu, notamment Esteban Ocon qui le disait. J'ai été surpris et j'étais content de voir ça. Il y a de la stabilité, il y a de la sérénité et tout le monde est content chez Renault. Et justement, cette confiance est très bonne pour ce triple header qui leur est complètement favorable. Et Pierrot le rappelait, en effet, c'était pas forcément gagné le maintien de Renault en Formule 1 il y a un an tout juste. On se posait même la question d'un futur retrait. Élargissons un petit peu ce débat, regardons un petit peu vers l'avenir et vers l'horizon, et en se posant, les bonnes questions, et en posant une question. Ces hommes-là se sont-ils trompés? On va parler de Ricciardo, on va parler également de Red Bull. Ricciardo qui va rejoindre McLaren en 2021.
2021 avec ce point d'interrogation de McLaren qui quitte Renault pour Mercedes après 2020 alors que le châssis ne pourra pas changer, quid de l'intégration de ce nouveau bloc moteur, et puis Red Bull quelque part, puisque le moteur Renault, depuis que Red Bull depuis qu'il y a eu la séparation, on va dire, avec l'écurie autrichienne, le moteur Renault est quand même revenu au top en 2 ans. Et cette question, est-ce que le moteur Renault n'est pas meilleur que Honda? Regardez le docteur Helmut Marko qui nous a gratifié de cette déclaration ce week-end. En qualification, Renault est au même niveau ou légèrement en avance sur nous, vous savez, avec les parties mode. Mais en course, nous sommes clairement numéro 2 derrière Mercedes en termes de puissance moteur. Helmut Marko, le mélange entre docteur Mabuse et docteur d'enfer. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a des regrets aussi bien du côté de Red Bull que du côté de Ricardo dès à présent? Il n'y a pas de regret du côté de Red Bull. D'ailleurs, on avait fait une émission, ça doit être même la 2e si je ne m'abuse. Exactement. Il n'y a pas de regret de la part de Red Bull dans le sens où ils ont un motoriste dédié à eux et il n'y aura pas de regret non plus de la part de Renault de dire bye bye Red Bull, puisque l'année prochaine, comme l'a dit Alex, ils se concentreront uniquement sur eux. Donc il y a déjà ça. Et deuxièmement, sur Ricardo, est-ce qu'il y a un regret? On en reparlera quand il y aura des Renault sur le podium et quand il n'y aura pas des McLaren, mais on verra ce que ça donne encore une fois. Mais la McLaren l'année prochaine avec le moteur Mercedes peut faire mal si effectivement il y a l'intégration qui est bien faite. Le châssis cette année et l'aéro de la McLaren est plutôt bien réussi. Ils ont eu beaucoup de problèmes McLaren avec beaucoup de problèmes techniques, notamment sur Carlos Sainz et aussi Lando Norris. Et ils ont eu beaucoup d'occasions manquées et c'est aussi ça qu'il faut faire attention parce que la McLaren peut être redoutable. Sur Ricardo, moi j'apparente ça presque à un coup de flip. C'était au moment, la signature On a eu le même coup de flip au final. Oui, non, mais c'est vrai, on est d'accord. La signature est arrivée au moment où Renault se posait réellement la question, qu'il y avait des réunions justement pour voir son avenir en Formule 1. Son avenir s'est stabilisé, son avenir s'est montré beaucoup plus radieux avec les résultats d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que Ricardo, là, pour l'instant, il y a un coup de flip et le fait de signer, alors c'est pas le cas de Carlos Sainz qui a signé dans une écurie qui est vraiment en fond de plateau, mais c'est vrai que là, non mais Du respect pour Ferrari. non, On les enterre la semaine prochaine, je le rappelle. Tenue de prêtre et tout. J'arrête. non, mais c'est juste que là, c'est vrai que Ricardo, là, il va arriver dans une écurie qui va être un peu en refonte au niveau du moteur. Le moteur Mercedes, bien sûr, reste, j'ai envie de dire presque le meilleur, si ce n'est le meilleur avec les Renault, mais c'est vrai que là, Ricardo, pour le coup, il y aurait une question de se poser de son côté en tout cas. Je veux juste revenir sur Red Bull. Le fait qu'on dise qu'il n'y a pas de regret, je repense à ce qu'avait dit Max Verstappen dans la série Netflix, en saison 1, je crois. Tu sais, dans cette grande communication post-changement de moteur, et où en disant ouais, vous allez vous battre contre Daniel, bah non, Renault c'est pas l'objectif, on va pas se battre contre eux. En attendant, les deux Renault sont quand même devant Albon. Et du coup, face à ce genre de déclaration, alors je mets le talent de Max Verstappen de côté, je parle de la Red Bull, la performance de la Red Bull. En soi, le Renault peut se battre avec une Red Bull, pas les deux, mais une Red Bull. Même deux, vraiment. Non, mais ça va dépendre des circuits, Alex. Non, il y a un Néerlandais mort de faim. Ah oui, lui, il a les dents qui raillent le parquet. Qui est là pour tout exploser. Donc concrètement, je suis pas sûr que. Bah si, remarque, il y a Ricciardo, il a essayé d'aller le titiller. Très belle bataille. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Verstappen, tu ajoutes un plus 0,3 sur la perf de sa Red Bull, ou même un plus 0,5, on va dire, parce qu'il y a un talent Verstappen. Et la Renault, tu lui ajoutes aussi un plus 0,5 grâce à Ricciardo, qui a aussi un gros talent. Ocon et Albon, finalement, ils se battent presque à armes égales. Et c'est là où tu vois que Ocon, sur la fin de course à Spa, au top. Il a tenté une première fois, puis il a vu que ça passait pas, on recharge un peu les batteries, puis on lui met une fusillade dans Kemmel, et puis on rentre, quoi. Avec tous ces points positifs, posons-nous la question de l'après avec deux éléments. Le premier, c'est Fernando Alonso qui devrait être présent sur les Grands Prix et à l'usine à partir du Grand Prix d'Imola. Et puis l'autre questionnement, c'est le développement de ce châssis. On en parlait tout à l'heure, malgré le gel, bien sûr, du châssis et le gel des moteurs. L'après, comment ça va se passer un petit peu là pour Renault? On a l'impression qu'on s'embarque un peu vers une transition d'ores et déjà vers 2021. Alors attention quand même à pas trop développer, j'allais dire 2021, parce qu'il y a eu un gros changement de réglementation en 2022 et faut pas non plus s'endormir là-dessus. Donc il faut faire attention. Mais effectivement, tout le développement qu'ils font cette année pour l'année prochaine est très important et j'espère que
justement ce développement va porter ses fruits et montrer que avant le gel, on a réussi à développer une super bagnole. Comme ça, 2021, on ne fout plus rien sur la caisse et on se concentre à fond sur 2022 puisque aujourd'hui, on n'a pas le droit de développer la voiture de 2022. Il faut attendre le 1er janvier 2021 pour travailler dessus. Donc, attention à ne pas s'endormir là-dessus. Et deuxièmement, Alonso, ça y est, il a fini de faire mumuse entre le Dakar, les 24 heures du Mans, faire 200 tours en tournant que à gauche. Oui, non, mais si, c'est bon, les vacances, c'est terminé là maintenant. Donc, il va falloir qu'il se retrouve à l'usine, il va falloir qu'il se retrouve sur la piste. La vraie question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quand on va donner à Daniel Ricciardo des informations sur l'avenir du projet Renault sur 2021 d'abord et sur 2022 je suppose qu'on va rien lui dire, mais comment va être gérée justement la transition Ricciardo-Alonso? Est-ce que c'est à Ocon qu'on va tout donner et à ce moment-là c'est lui qu'on va plus écouter que Ricciardo? Est-ce que l'importance de Ricciardo et l'expérience qu'il a aussi en développement de voiture, est-ce qu'on va encore l'écouter ou pas jusqu'à la fin de la saison? Voilà, il y a quelques questions à se poser. Ça a un peu déjà commencé à se passer puisque Ocon avait les améliorations sur la monoplace et que Ricciardo n'avait rien. Et puis le poids de Fernando Alonso dans ce garage, hein, ça va peser Fernando Alonso dans un garage Renault avec Ricciardo et avec Ocon. C'est le moment, je vais être méchant, hein, c'est le moment de lui mettre la muselière là. Ouais, clairement. C'est le moment de lui dire frérot, tu es sur le muret, par contre t'es double champion mais tu te calmes, hein, c'était il y a 15 ans. Donc maintenant tu travailles. Si ça Jacques Chirac était président. C'est ça. Ça te parle c'était loin quand même. Si ça se passe comme ça et que justement il arrive à mettre l'ego de côté, ce qui sera toujours un petit peu compliqué, si ça se passe comme ça peut être que positif. Si effectivement il y a là l'énergie est super positive, donc j'espère qu'il se retrouvera dans cette énergie positive là. C'est le bon coup pour Renault, mais c'est surtout le bon coup pour Fernando Alonso qui va se retrouver avec une monoplace l'année prochaine. Ça risque d'être la un bonheur, un bijou français. Pour une fois qu'il fait un bon choix. Attends, doucement. C'est de l'anti-Alonso gratuitement là, monsieur. Écoute, c'est vrai que cette association McLaren-Honda était d'une grande qualité. On embrasse Hamza, évidemment. Il fallait être là, poteau. C'était le pire mariage de l'histoire. Non. Pour Alonso, c'est une très, très, très bonne chose. Surtout qu'en plus, quand on lui donne un matériel qui peut jouer quelque chose, le taureau des Asturies ressort. Et il y a quand même moyen de le voir faire de très, très bonnes performances. Et c'est pas que 2021. Hein. Après 2022. Et surtout 2022. On arrive sur une période qui va, à mon sens, avantager Renault. Puisque c'est déjà une écurie qui est habituée à faire du caviar avec des œufs de limpe. Donc, on verra ce qu'ils sont capables de faire, mais ça sera quand même plus dur pour Ferrari et Mercedes d'essayer de dresser une table correcte avec des couverts en plastique, alors que Renault, ils le font depuis des années. Et c'est ce qui avait fait leur succès, notamment en 2005 et 2006. Les amis, n'hésitez pas à réagir, bien sûr, à ce débat. Est-ce que vous voyez Renault s'installer à la 3e position des constructeurs à l'issue de cette saison 2020? Est-ce que vous voyez Renault jouer les premiers rôles dans les années à venir? Vous nous dites tout ça en commentaire, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Nous, on lira ça et on aura l'occasion de vous répondre. Mais avant cela, un mini quiz aujourd'hui et les pronostics, c'est tout de suite. Et oui, le temps est compté, on pourrait rester des heures à parler Formule 1 autour de cette table, mais il y a un studio qu'il faut libérer. Il y a d'autres émissions sur la First Team Sport. Vous avez d'ailleurs l'occasion de suivre le Tour de France grâce à En roue libre. Vous avez, bref, tout un tas d'émissions, le rugby, la bagarre, tout ce qu'on aime en tout cas, qui est présent la bagarre sur la chaîne, bien sûr, First Team Sport. On va jouer tout de suite. Petit quiz, on a réduit un petit peu tout ça. Petit quiz et une énumération. On a parlé de Renault et voilà ce que je vous propose comme énumération aujourd'hui. Ça va s'afficher sur votre écran. Qui sont les pilotes à avoir fait un podium avec une Renault? On a beaucoup parlé de podium peut-être à venir. Est-ce que Daniel Ricciardo et Esteban Ocon va les rejoindre? Bref, il y a plusieurs noms et on va commencer. Hülkenberg. Tu sais quoi, on va faire comme. Non, mais tu sais comme à l'époque de la poupée qui tournait, c'était quoi, Action Vérité? Allez, hop, eh ben c'est moi qui commence. Non, allez, une deuxième. Eh ben écoute, ça sera Alex. Allez, René Arnoux. René Arnoux, oui, c'est bien, c'est très bien, mon cher Alex. Ça marche, René Arnoux. Je vais pas commencer à faire l'hipster, Fernando Alonso. Fernando Alonso, forcément ça passe. Pierrot. Jean-Pierre Jabouille. Jean-Pierre Jabouille, oui, bien évidemment, le premier à te monter sur la boîte, puisque le premier vainqueur. Exactement. Et Jarno Trulli. Jarno Trulli, tout à fait. Ça commence à devenir plus restreint. Non, Giancarlo Fisichella. Voilà. Giancarlo Fisichella, forcément. Le On compte pas l'autre. petit Jarno Trulli. Il a ça a déjà été dit. de dire. Ça a déjà été dit, ouais. Ah mais non. Et Pierrot sort de Putain. façon lamentable. Clairement, Tête à queue dans les stands de Pierrot des Piello. L'aileron qui Alex. casse. Robert Kubica. Robert Kubica, c'est le Ah dernier, oui. bien sûr, en date. Heikki Kovalainen. Heikki Ah, Kovalainen, magnifique, bravo.
j'ai- Je suis en train de remonter. Et attends, du coup, tu comptes pas Benetton. Ah non, bah non. Ni Lotus. Renault, on a dit Renault. Et ni Lotus Putain. également. En plus, j'en avais- Benetton, j'allais le dire l'autre là, mais il fallait pas lui. Ah, bah, je- Vitaly Petrov ou pas? Vitaly Petrov, Non, non. toi, Non, t'en as un autre Putain, les gars, il y en a un. L'ère moderne, il n'y en a pas de toute façon. Vous êtes en train de vous faire insulter dans les commentaires. Bah, je le bien sais, sûr. je vois déjà Mais le bien truc sûr, venir. putain. Attends. Il y en a Oh, vous êtes un vraiment récent des- donc. Alors, Non, le vas-y, hipster, vas-y. tu te souviens pas de lui? Méfiez-vous, l'heure tourne, je vous le dis, on paye ce studio à la minute, ça nous coûte assez cher. Ah, mais allez tous mourir. Non. Vraiment, allez tous mourir. Je le sais. La semaine prochaine, on enterre Ferrari, mais je crois que là, on Là, est en train de je vous enterre- s'enterrer. Je vous seul. enterre tout de suite, hein, en sortie d'émission. Tu l'as toi Et Oui. J'allais dire Piquet, mais non. Non, mais non. Pas Nelson. Piquet, il est bon. Nelsinho Piquet, il est là. Si Nelsinho. tu gagnes là-dessus, Mais non, mais et que t'arrives c'est pas à bon. Non, mais égaliser, j'étais c'est éliminé, Qatar. j'étais Attends, éliminé. ça fait 2 minutes que... Nelsinho Piquet. Ouais, Nelsinho pas Piquet, oublié. tu peux égaliser. Il y en a un très facile. Tic-tac. Il y en a un très facile. Ah là là. C'est quoi, 5 secondes, il y en a un, mais... Bah, c'est quoi, je veux C'est dire, cadeau. J'ai une connerie. Bah, Allez. ouais, Prost. Bah oui, connerie, n'importe quoi. Ah, mais je me souviens plus. On est forcément. stupide en 80. Vas-y, tu relances Et le tu sais jeu. quoi, tu me fais peur à chaque fois. Avec... Allez, vas-y frère, vas-y. Attends, Ah, mais c'est scandaleux. ah merde. Ouais, Une émission sérieuse, comme dit Hamza Ramazzi. Il a raison quand il le dit. flipper. On est une émission J'ai peur de dire sérieuse. Tu nous mets une pression aussi, on Alex. perd nos moyens. Oh là là. Va-t-on avoir un vainqueur aujourd'hui, chers amis? Attends. Oh, j'en sais rien, moi. Ouais, on fait Merci quoi? à tous. On fait le but en or. Celui qui me sort un nom, c'est celui qui remporte. Et Pierrot retourne dans le jeu. Allez, dans la retourne dans le jeu. Il retourne dans le jeu. Un nom, le premier qui le sort, c'est le but en or. T'as pas une tranche d'année? Une tranche d'âge, Non. il vous en manque, c'est très simple, vous en manque 3, c'est les garçons qui ont piloté, notamment à la fin des années 70, même 70-80 on va dire. Jecter? Merde. Comment il s'appelle Il y a un Français et De 2 Britanniques, me Payet semble-t-il. Pas de Payet, Ragnotti. pas Ragnotti. Oh non, Ragnotti en F1. Je sais pas. Je me disais que peut-être. Pourquoi pas? Michel Mouton? Oh, punaise. on arrête le supplice. On On va finir comme ça, sur une note comme ça. c'est On va horrible. finir comme ça. Aide un peu, vraiment. Bah, il y en a un qui a été consultant, un consultant qui a longtemps commenté la Formule 1. Jacques Lafitte? Non, l'un des premiers consultants. Il a jamais piloté chez Renault, Jacques Non, mais Lafitte. justement. Alors là, Ah, j'avoue. quelqu'un qui a non, commenté à la télé, à la radio. Minari. Non, bon allez, on arrête. Attendez. Patrick Tambay. Ah, Ah, mais oui, On peut pas Patrick. parler d'un triomphe, on parlera d'une petite victoire. Oui. La manière n'était pas là aujourd'hui, mais Autriche voilà, 2002. absolument qu'on Autriche termine 2002. là-dessus. Horrible. Merci les amis, votre prono très Le rapidement. Le Grand Prix de Monza, Ah, le Grand Monza. Prix d'Italie, pardon, excusez-moi. Vainqueur. Ça sera bien sûr dès ce week-end. Je veux un vainqueur et le bonus, c'est Hamza qui me l'a soufflé parce qu'il voulait le prendre. Et voilà, c'est un pistonné, Hamza. Il m'a dit, voilà, bonus, il y a une Ferrari au moins qui ne sort pas de la Q3. De la Q1, pardon. Il ne excusez-moi. sort pas de la Q1. Alors, Ouais. Lewis Hamilton. Ouais, et tu prends le bonus ou pas Oui, ouais, je vais prendre le bonus. Ouais, il y a une Ferrari qui prend pas qui C'est sort bien pas de la ça. Q1. Ouais, ouais. J'aime bien ça. Enfin, Bonus. j'aime bien, c'est l'audace. Hein, c'est Oui, pas c'est le fait que l'audace, Ferrari c'est- ne sort pas de Q1. Bonus, bien évidemment, bien sûr, c'est sûr. Et je vais prendre aussi la victoire de Lewis. Je prends pas le bonus, ils vont réussir quelque chose. Bravo. Allez. Oh, le romantique. Non, mais je les vois bien sortir un truc. Un clou, quelque chose. Un miracle. Non, bah oui, Hamilton. Et Hamilton, d'accord. Bah écoutez, Pour prendre des points. on espère qu'il y aura un peu plus de suspense bien Mais sûr, gros, ce qu'est-ce que tu week-end. veux Merci. Merci d'avoir été avec nous comme chaque semaine sur les pistonnés. On se retrouve mercredi prochain pour la prochaine émission. On aura l'occasion notamment sans doute de parler de Ferrari entre le Grand Prix de Monza et le 1000e Grand Prix de Ferrari au Mugello. Prenez soin de vous, restez fidèles à la First Team et puis bien sûr on attend vos commentaires, vos petits pouces, vos petits likes qui donnent toujours un petit peu de force. Bonne journée à tous les amis, salut. Ciao. Grazie.